des différents moments. Là, c'est les membres de la communauté britannique au Chili, dans son rencontre où on peut parler des vitraux. Et après, il y a aussi un aspect de transmission des savoir-faire qui est important pour nous. C'est cette laboratoire école qu'on a. Donc, on a quelques élèves qui sont en ligne dans ces moments. Et dans chaque chantier, on a cette volonté de transmettre aussi des connaissances. On a travaillé un peu partout au Chili et ça a été toujours une préoccupation importante. Et il y a aussi, ça on va parler un peu après, à réfléchir. Tous les diagnostics, ça fait partie de cette partie-là. Mais il y a les rencontres avec des artistes, comme dans ces cas avec El Loro Coirón, qui est venu voir notre travail et il s'est informé de qu'est-ce que c'était cet ouvrage merveilleux. Et il y a aussi le propre nombre qui vont avoir les relais après et les membres de la communauté britannique et les plus jeunes qui sont venus aussi et regarder comment on travaillait et, avec les vitraux sur la table. C'est bien différent que de les avoir et sur les baies. J'arrive. Ah oui, voilà. Donc, dans cette première partie d'observation, si je comprends bien, on observe l'œuvre, on voit ce qui ne va pas, on découvre avec elle son cadre aussi bien physique lorsque c'est une peinture de chevalet, aussi bien que spatial, c'est-à-dire l'espace dans lequel elle s'inscrit. On établit un diagnostic. Et une fois qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce qu'on en fait? Et plus concrètement, est-ce que on note ça dans un petit carnet personnel dans l'atelier ou est-ce que il y a un protocole à suivre, quelque chose qui est imposé dès la première étape qui est l'observation? Je te laisse commencer, Lisa, ou tu préfères que je commence moi? Oui, vas-y, comme c'est toi qui commences avec les premières étapes de la réflexion. D'accord. Et en fait, dans cette partie qui a un peu un lien avec la partie d'observer, parce que comme elle disait Elisa, et en observer ta vision globale de qu'est-ce qui est en face de toi. Il y a l'équipe qui va se former, mais dans son deuxième temps, on va réfléchir. C'est dans la réflexion, au moins dans les vitrailles, qu'on fait vraiment les diagnostics, des fichages plus approfondis, avec toutes les altérations que l'œuvre présente. On divise cette étude dans 4 dimensions, nous, les laboratoires Espacio Transparente. C'est la recherche historique sur l'importance historique que peut avoir l'œuvre. Après, les programmes iconographiques. Qu'est-ce qu'on a? S'il y a un programme iconographique, surtout pour les patrimoines religieux. Après, les styles avec qu'il a été travaillé. Et après, tous les aspects techniques, Elisa va s'attarder un peu plus sur ça, et justement pour voir comment on va résoudre tout le problème de restauration, la restauration même. Et dans la partie études historiques, on va, par exemple, étudier l'attribution des ateliers. Et pour ça, j'ai quelques exemples pour vous montrer de quoi ça donne et les travaux en archives, que c'est assez passionnant et quand on rentre dans les archives d'avant 1900 et dans les cas des corpus britanniques encore, et on a cet exemple qui est à l'église Saint-Peter, c'est une église qui est à Viña del Mar. C'est une église qui a été construite en 1906 avec pour la même communauté qui a construit l'église Saint-Paul. Et ils sont un peu déménagés vers Viña dans l'époque que Valparaíso commençait son déclin. Et il n'avait pas eu les tremblements de terre de 1906 encore. Et la chapelle était en pleine construction quand les séismes est arrivé. Donc,
cet dessin, cette aquarelle, nous permet de savoir ou de pouvoir attribuer cette vitrail à l'atelier Pawen Son. On a pu acheter un peu par hasard cette dessin préparatoire en eBay, tout simplement. C'est un collègue britannique qui nous a dit que ça a été en vente. Et ça a été très important parce que, comme vous voyez dans cette image-là, on voit que c'est marqué Viña del Mar, que c'est marqué le nom de l'atelier, et dans la partie derrière, on peut voir aussi la date de la commande, qui est 1910. Après, pour l'atelier Mayer, qui est anglais, pareil, on peut découvrir que dans la basilique del Salvador, à Santiago, les vitraux, ils ont été, par exemple, montés à l'inverse. Parce qu'il avait une équipe qui s'occupait, une équipe locale qui s'occupait de ça, qui n'a pas su lire les cahiers des charges pour la pose des vitraux. Et un autre exemple qui est intéressant, c'est cette vitrail commémoratif de la guerre du 14, qui vient d'une peinture de James Clark de 1914 aussi, qui a été publiée dans un journal britannique à Noël de 1914 et qui a été repris pour plusieurs ouvrages en peinture murale, mais aussi en vitrail. Donc, on peut comprendre beaucoup plus la valeur de l'œuvre si on fait des recherches historiques. Et sur cette même idée, on voit dans les archives de la communauté anglaise, je vais vite fait montrer, vous ne savez pas avoir trop le temps de lire, mais ici on a le vitrail mémorial qui est nommé sur les actes, et on le nomme les vitrails des guerres, si vous arrivez à lire là, qu'il se décide de commander en Angleterre. Donc, la recherche historique va être cruciale pour comprendre la valeur des œuvres d'art, s'ils sont en valeur historique liée à des phénomènes comme celles que je viens de décrire, si c'est en valeur artistique comme les vitraux des Pawelanson, que c'est je ne peux pas m'attarder sur l'histoire de cet atelier, mais c'est un atelier très important pour 19e. C'est le seul vitrail de Pawelanson qu'il y a en Amérique du Sud, et il est au Chili. Donc, la valeur artistique, elle est très importante. Et après, la valeur symbolique, ça peut être une autre valeur qu'on va vouloir garder. Il y a en fonction de ça, on va décider les critères et les objectifs dans l'étape suivante, qui est Elisa va vous expliquer plus à profondeur. Merci Andrea. Je reviens encore sur donc cette deuxième étape de réflexion, une fois l'observation faite. Avec Andrea, ça a été très agréable de monter cette conférence ensemble parce que ce soit elle en spécialité vitrail ou moi en peinture murale, ce sont deux catégories de biens, on va dire, qui font partie d'un ensemble monumental pour lequel ils ont été expressément conçus la plupart du temps. Donc, ce qui influe que ces deux, que ce soit le bien comme le monument, soient connectés de manière déterminante. Donc, il faut surtout comprendre la nature de l'objet, la manière dont il s'est détérioré, donc que ce soit sous l'effet d'un vieillissement naturel ou des interventions humaines, pour pouvoir ensuite mettre en place la proposition d'intervention. Par exemple, dans le cas d'une peinture murale, on ne va pas pouvoir traiter la peinture sans avoir identifié puis supprimé les causes du processus de détérioration. Donc, cette identification des causes implique obligatoirement de s'appuyer donc sur l'observation, qui était le premier concept qu'on a présenté, et puis analyser et réfléchir autour de ces observations qu'on a menées. Donc, je vais maintenant vous partager un exemple. Partage l'écran.
Alors, comment... donc, je vous montre un exemple qui a été mon cas de sujet de mémoire de fin d'année d'études. Je le montre parce que c'est vrai que c'est une étude qui est assez complète, comme j'ai eu 2 ans pour la préparer. C'est, on va dire, un bon exemple d'étude préalable, sachant que de nos jours, la plupart des restaurations n'ont pas d'études très poussées, elles ne sont pas très détaillées. On manque un peu de personnel qualifié, mais donc je vais montrer quand même cet exemple qui est assez complet. Il s'agit donc d'une peinture murale conservée dans l'église du séminaire de Lille. Donc, c'est une peinture, un ensemble décoratif qui a été conçu par un peintre de Lille, un peintre lillois dans les années 1930, à but pédagogique, étant donné qu'elle s'inscrit donc dans une église qui est au sein d'un séminaire qui a pour but donc la formation des futurs prêtres. Donc, cette peinture, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui la composent. Là, ces éléments décoratifs en grisaille. Finalement, là, les motifs décoratifs avec beaucoup de dorures. Et une scène principale, il s'agit d'une toile marouflée. La restauration de cette peinture se fait elle s'inscrit dans un projet qui vise à réattribuer la fonction d'usage du bâtiment. C'est pourquoi donc j'insiste sur ce que j'ai dit au préalable, le fait dans ce genre de projet de restauration, que ce soit en peinture murale comme en vitrail, de considérer le bien dans son ensemble avec le bâtiment. Donc, afin de retrouver la valeur pédagogique, c'est sa valeur artistique, d'usage, historique et esthétiques qui doivent être retrouvées. Et donc, c'est grâce à ces principes-là qu'on va pouvoir être en mesure de formuler notre projet de restauration. Donc, comme le disait Andrea, notre projet va déjà commencer par l'objectif de la restauration. Ici, donc, pour ce cas, c'était une peinture donc, qui était très empoussiérée. On voyait très mal les motifs. Ici, on voit énormément de moisissures. Les couleurs étaient très grises. Là, on voit des amas de poussière. Donc, finalement, je restais là, nos objectifs vont être de retrouver une lisibilité de l'œuvre et de rétablir une relative stabilité, on va dire, physico-chimique de l'œuvre. J'insiste sur ce concept de relative stabilité parce qu'on ne retrouve jamais une stabilité totale. Mais c'est quand même notre but en tant que restaurateur d'essayer de transmettre au mieux nos biens patrimoniaux. Donc, je finis juste ce concept de réflexion avec l'importance finalement de croiser nos études, que ce soit historiques, nos études sur l'œuvre par rapport à l'observation préalable, les études sur le bâtiment et les études technologiques pour mettre en place les protocoles de restauration qui vont être adaptés à l'œuvre. Merci beaucoup. Alors, donc, pour résumer, ici, on concrétise, on pousse les observations faites au préalable, on analyse, on investit, on étudie, on juge, on propose. Il se passe plein de choses, mais matériellement, au final, l'œuvre reste intacte dans le sens où elle est dans le même état que lors de sa réception. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Andrea, tu veux que je commence? On n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Andrea? On ne m'entend pas? Non. Oui. Et je disais que, en fait, c'est à toi d'approfondir sur ce sujet, mais je voudrais dire que après, il y a un idéal qu'on imagine
poursuivre certains paramètres qu'on a comme des critères de restauration, de ne pas intervenir l'ouvre si ce n'est pas nécessaire, de respecter les matériels, de respecter l'histoire de l'œuvre d'art. Comme tu viens de dire, on ne va pas la faire revenir à son état original jamais. C'est de les donner une stabilité structurelle et une visibilité. C'est ça le but de la conservation et de la restauration. Et aussi de les donner l'accès au public à les valeurs que l'œuvre transmet. Je continue parce que c'est vrai que ce concept-là d'action me correspond un peu plus que la partie observation-recherche peut correspondre à Andrea qui est historienne et chercheuse. J'ai décidé donc de vous montrer 2 cas d'études. Je continue avec le même que je vous ai montré pour qu'il y ait un lien et que vous puissiez comprendre. Donc, par rapport à cette peinture-là, l'altération majeure donc, était cette altération optique d'encrassement. Donc, on s'est dit dès le début de la restauration que l'objectif et le traitement majeur allaient être un grand nettoyage de cette peinture. Donc, je vous montre ici un exemple de, par exemple, ce qui peut arriver dans, là c'est très technique, mais de ce qui peut arriver dans certains projets. Donc ici sur le côté, on voit une petite image donc, de l'œuvre à traiter. Comme l'œuvre était très complexe au niveau technologique, donc quand je dis technologique, c'est tout ce qui est lié aux matériaux constitutifs de l'œuvre. Pour chaque partie de l'œuvre, il y a eu des outils adaptés et des matériaux de nettoyage aussi adaptés. Donc, tout a été conçu en fonction donc, des zones à traiter. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici que ce soit les empattements, les surfaces lisses, les moisissures ou alors les couleurs beaucoup plus claires. Là, je vous montre des exemples donc, de tests de nettoyage. Donc, vous voyez que les résultats sont quand même assez impressionnants. Là, je vous montre donc un autre exemple de nettoyage. Et ici, donc, quand on parle des études, j'ai trouvé cette image assez parlante par rapport à l'importance de documenter lors d'un projet de restauration. On parle beaucoup donc, de documentation en amont, donc par rapport à l'étude préalable, donc ce qu'on vous expliquait avec Andrea sur les recherches historiques, sur le peintre, sur le bâtiment, sur le contexte, mais il est aussi très important de documenter pendant les traitements de restauration. Et cette image était assez parlante parce que finalement, grâce à l'observation, on détermine donc les matériaux constitutifs de l'œuvre, les altérations. Lors de la réflexion, on est à même de pouvoir poser un diagnostic, donc se dire qu'est-ce qui a fait que cette peinture arrive à cet état-là, et pouvoir aussi poser donc, le traitement de restauration. Et donc là, vous voyez que finalement, pour une toute petite zone à traiter, il y avait donc 4 traitements de nettoyage mis en place. Je poursuis juste sur un deuxième exemple qui était très parlant parce que cet exemple montre la réflexion autour de la matérialité de l'œuvre, donc ce qui est un peu ma spécialité. Mais je rebondis quand même par rapport à la spécialité d'Andrea, donc tout ce qui est recherche historique. Là, je vous montre donc la photo avant-après. Ça, c'est un autre cas d'un projet de restauration d'une peinture murale donc, qui était conservée dans une bibliothèque en Alsace. C'était une bibliothèque de prêt, mais qui a voulu devenir bibliothèque-musée. Donc, il y a eu de gros travaux entrepris au sein du bâtiment et pour la restauration de cet ensemble décoratif. Comme vous voyez ici, je ne sais pas si on voit ce que je montre, il y a toute une partie donc, du décor qui était manquante. En tant que restaurateur, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas là pour créer. On est là donc pour stabiliser, pour conserver, mais on n'intervient pas en tant qu'artiste créateur. Donc ici, c'est poser la question de se dire qu'est-ce qu'on fait finalement comme intervention, sachant que toute une partie du dessin était manquant. Et en faisant l'étude, en allant chercher dans les archives, on a retrouvé des anciennes photos de la bibliothèque. Et donc, en agrandissant, on voit un peu plus là le motif qui était altéré. Et donc là, je vous montre donc l'avant-après grâce justement à la photo.
Et donc, pour moi, cet exemple était assez parlant pour vous montrer un peu l'importance justement des observations, des études, de la réflexion pour pouvoir mener à bien finalement là ce projet de reconstitution. Parfait. C'est vraiment très parlant. Donc, on a vu donc, les trois axes fondamentaux de la restauration, donc observer, réfléchir puis agir, qui sont complètement complémentaires. Ça montre aussi les qualités d'un bon restaurateur, à savoir de l'observation, beaucoup, de l'esprit d'analyse, de la minutie, de la patience. Et puis, comme on l'a vu, la restauration prend du temps. Il y a beaucoup d'étapes et il y a des facteurs aussi qui font que ça prend du temps, donc de la persévérance. Et puis de la passion, comme on a écouté par rapport aux moyens développés pour étudier donc le voyage du Chili en France, et puis les années d'études aussi, c'est un métier de passion, une vocation. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations, pour votre temps. Et il nous en reste, nous, du temps. Donc si vous voulez passer aux questions, je ne sais pas s'il y en a qui ont été posées sur le Zoom ou sur le Facebook. Maria Victoria, Oui. pardon de te couper. Je voulais juste ajouter une chose qui est que pour juste conclure. Pour conclure, on a une idée, mais il y a aussi un aspect qui est important à considérer, c'est que dans toutes ces études-là, des fois, on est en face de la réalité par des différents facteurs et on décide on décide de faire des choses différentes à ce qu'on avait proposé dans la formulation du projet. Et concernant ça, je voudrais montrer une dernière image qui est assez parlante sur cet effet, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et donc, dans cette vitrail qui a été fait au 19e, encore dans l'église anglicaine, dans cette tête, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir que le verre est cassé. Vous arrivez à voir qu'il y a un trait là? Et donc, nous, au milieu de la tête, en fait, ça traverse toute la tête. Donc, comme la pièce, elle était assez solide, bien consolidée avec son ensemble, on ne l'a pas touché. Sur la formulation des projets, on s'avait dit qu'on allait le consolider avec un produit, mais finalement, tous les estrats de terre et tout les temps qui avaient passé le faisaient pas nécessaire. Donc, on a choisi ensemble de ne pas toucher la pièce. Dans ce cas, comme on a parlé dans une réunion préparatoire, c'est l'équipe d'Espacio Transparente qui a décidé ça. Mais dans une autre chantier avec une équipe plus grande, avec un architecte en chef, on aurait dû poser la question aussi à des autres collègues. Dans ce cas, c'est nous qui on a décidé ça. Et comme c'est un procédé qui est complètement réversible parce que finalement on n'a pas touché et on a la conscience tranquille. Et voilà, je voulais juste montrer ça. Moi, je voulais aussi conclure, on en avait parlé avec Andrea, ce qui était très intéressant, c'est de confronter un peu nos expériences, que ce soit en France ou au Chili. Moi, j'aimerais conclure avec la problématique en France sur les études préalables, justement. Il existe des marchés conçus juste pour les études préalables auxquelles répondent les restaurateurs. Mais je voulais parler de finalement le problème qu'il y a d'accorder pas assez d'importance, pour moi, à mon sens, à cette étape d'études préalables. Il manque des professionnels qui ont les compétences adaptées. C'est pas qu'il manque, c'est qu'il y en a, mais le problème, c'est de les incorporer à ces projets d'études préalables. Et je voulais pareil donc illustrer ça
avec un exemple qui était très frappant et où je me dis, si au final on avait pu monter une équipe, que ce soit avec des historiens de l'art, des conservateurs, des scientifiques, on aurait peut-être eu plus de poids et le résultat de la restauration aurait été aussi complètement différent. Je vous remonte donc ce cas de l'église, de la peinture murale, pardon, de la bibliothèque humaniste à Célestat. Il s'agit d'un ensemble où il y a donc la peinture autour des fenêtres, mais également une peinture sur le plafond. Je vous montre donc une photo qui a été retrouvée aux archives. C'est exactement la même peinture, mais qui décorait une salle qui servait de bibliothèque, mais à l'intérieur de l'église de Célestat. Cette salle a été détruite, mais avant la destruction, donc qui s'est faite entre 1862 et 1864, ils ont appelé un peintre qui est venu calquer tout le décor et qui l'a refait dans la bibliothèque, qui était la première bibliothèque de prêt à Célestat. Donc, c'est exactement le même décor qu'il a refait donc ici autour des fenêtres et sur le plafond. Le plafond avait été recouvert d'un baie de Dijon, donc on a enlevé pour voir un peu les vestiges de la peinture qui restait et l'état surtout de conservation de cette peinture. Quand on a soumis finalement la restauration de ce plafond, elle n'a pas été acceptée, soi-disant parce que c'était une peinture qui n'avait pas assez de valeur. Alors que par rapport à ce que je vous ai expliqué de cette reproduction qu'on voit ici, elle a énormément de valeur, que ce soit historique, artistique, esthétique. Voilà, ça a été décidé autrement. Donc, ce plafond n'a pas été conservé, il a été repeint. On a quand même pu discuter avec le directeur de la bibliothèque et on a réussi à conserver une toute petite fenêtre qu'on voit ici. Tout le reste a été repeint, mais au moins, il y a un petit témoignage. Donc, il y a quand même une fin positive parce qu'on est arrivé à un accord, mais je rebondis donc sur le fait de l'importance, d'accorder énormément d'importance, que ce soit au niveau du budget ou même au niveau de la conscience à cette étape d'études préalables, de pouvoir engager des spécialistes, des professionnels et que ce soit vraiment une étape pluridisciplinaire pour accomplir de belles restaurations. Et moi, pour ajouter deux mots aussi à mot de conclusion, nous, on a réussi, on peut pas à résoudre, mais à surmonter un peu cette difficulté de financement d'arriver à équilibrer les problèmes de financement et les problèmes les vrais travaux qu'ils devraient se faire. Et c'est pour ça qu'on a fait cette fondation pour arriver un peu à proposer aussi les financements. On propose la solution et aussi les financements, et comme ça, on peut procéder avec nos critères. Ça nous laisse un peu plus de liberté. Parce qu'ici, on a la contrainte de l'appel d'offres, c'est très compliqué. Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous avons quelques questions donc, dans le chat. Alors, Jimena demande quels sont les dangers le plus souvent rencontrés donc, dans les vitraux et les fresques. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Andrea, par exemple. Oui, Andrea, au niveau des vitraux. Danger ou altération, parce que c'est différent. Alors, Jimena ne précise pas, mais tu peux répondre pour les deux aspects. Excuse-moi. Oui, Jimena, je te laisse parler. Oui, Jimena. Je voudrais savoir quels sont les principaux dangers, par exemple l'humidité ou un séisme, ou quels sont les principaux les dangers des vitraux et les fresques. Okay. Voilà. Je commence pour ma part. C'est en fait les altérations ou les agents qui vont attaquer plus un vitrail. D'un côté, c'est
l'ambiance, la propre atmosphère. Et les verres deviennent fragiles, mais après beaucoup plus d'années que les vitraux qu'on a au Chili. Par exemple, pour les corpus des Moyen-Âge européens, les problèmes des altérations dans les verres, c'est très important. Mais pour les vitraux chiliens, beaucoup moins. Et nous, on a beaucoup plus les problèmes de séisme, comme tu précisais, et aussi le problème des mauvaises restaurations. On voit beaucoup des exemples des restaurateurs ou des artisans qui sont participés sans avoir les connaissances et sans avoir fait les études de quoi on a parlé, et ils finissent pour pour détruire l'œuvre. Et dans les vitrailles, c'est moins possible de révertir une mauvaise restauration que dans sa peinture des Chevalet, par exemple. Elisa, je te laisse la parole. Oui, pour le cas donc, des peintures murales, à un moment, j'ai cité justement dans la phase de réflexion le fait qu'on ne pouvait pas traiter une peinture murale sans avoir identifié et supprimé les causes des processus d'altération. Souvent, enfin très souvent, même dans la plupart du cas, ces causes sont liées à l'humidité. L'eau, c'est, je pense, le pire ennemi des peintures murales et on la retrouve quasiment sur tous les projets de restauration. Ce qui est important après, c'est d'arriver à identifier sous quelle forme justement a altéré l'eau, que ce soit donc par capillarité, par infiltration. C'est souvent vraiment le problème qu'on rencontre le plus, étant donné que les peintures murales sont faites avec des matériaux organiques. Et qui dit matériaux organiques dit aussi très bon substrat pour les micro-organismes. Donc, c'est souvent l'eau qui est un peu, on va dire, l'élément déclencheur et qui va déclencher toute une série d'altérations liées à l'humidité. Donc ça, c'est voilà, quand même le plus grand facteur d'altération. Après, j'ai été aussi amenée à travailler sur des projets de peinture détériorée par les incendies. Donc ça aussi, c'est quand même une très grosse cause d'altération et malheureusement qui peut être aussi un peu irréversible. Merci Elisa et Andrea. Une autre question de Mia, qui est évidemment une question que vous devez vous poser à chaque restauration. Quel est le critère en fait que vous utilisez ou quels sont vos critères pour reproduire exactement l'œuvre à l'origine originale, ou est-ce que vous avez parfois la possibilité d'y apporter une touche personnelle? Oui. Tu commences, Elisa, ou moi? Oui, non, j'interviens parce que je me dis là, c'est frais dans ma tête. J'aime bien cette idée, oui, d'introduire une petite touche personnelle. Parce que ça a déjà été demandé. On me l'a déjà demandé dans plusieurs projets. Donc, que ce soit une peinture murale donc avec une scène biblique où le visage de la Vierge leur plaisait pas trop, donc ils m'avaient demandé si je pouvais éventuellement changer l'expression de la Vierge, ou alors un fond étoilé, on m'avait demandé si je pouvais rajouter des étoiles pour créer une constellation. Donc j'aime beaucoup parler de ces exemples parce que je sais qu'il y en a qui le font. Moi, personnellement, ça ne va pas du tout avec le concept que j'ai de la restauration. Comme on l'a dit à plusieurs reprises avec Andrea, on est là pour conserver, stabiliser le plus qu'on peut et transmettre. On a un peu un métier, c'est frustrant et pas assez frustrant parce que c'est un métier de passion, on est un métier de l'ombre finalement. On restaure, on ne parle pas beaucoup de notre métier, on montre vraiment l'avant-après, on ne parle pas vraiment de toutes les étapes, mais c'est ça aussi qui est émotionnant. Et moi, je partage complètement l'avis d'Elisa. Pour juste nommer les critères, pour ceux qui ne connaissent pas les critères qui nous conduisent, il y a un critère qui est principal, qui c'est les critères du cas à cas.
chaque ouvrage va avoir ses besoins indépendants. Mais après, il y a des espèces de sous-critères qui sont en relation avec faire des actions réversibles. Comme ça, si on fait une erreur, on va pouvoir l'effacer. Après, d'intervenir au minimum. Comme ça, on va pouvoir conserver le plus possible de l'œuvre originale. Après, le respect de l'histoire de l'œuvre. Des fois, il y a des ajouts sur lesquels on n'est pas complètement d'accord, mais ça fait partie de l'histoire de Louvre. Je peux parler, par exemple, del Castello Sant'Angelo à Rome, qui a énormément de modifications au long de l'histoire. C'est pas pour ça qu'on a effacé les traces de ces interventions. Après, il faut avoir un recul historique pour savoir qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on va effacer. Aussi, le fait de conserver la structure de l'œuvre, ça va être important. Si ça met en danger l'intégrité de vitrail, on va effacer, bien sûr. Et après, il y a la compatibilité matérielle, de ne pas utiliser n'importe quel matériel pour travailler. Si c'est un plomb d'un certain mélange avec étain, on va respecter cette matériel aussi dans sa forme. Et les concepts qui est très important pour faire une division très nette entre la création et la conservation-restauration, c'est que l'œuvre, elle est fermée. On ne peut pas innover. L'artiste, elle a fait son travail et nous, on va juste les permettre de transmettre son message à des nouvelles générations. Mais nous, on ne peut pas intervenir dans ce message. Merci Andrea et Elisa. Marie-Chantal nous demande s'il n'y a pas un registre à disposition du public pour chaque restauration, ce qui donnerait encore plus de conscience en fait aux personnes de l'importance justement de conserver, de restaurer notre patrimoine. Un registre, tu veux dire des documents disponibles ou un registre des professionnels? Je suppose qu'un registre, je ne sais pas si Marie-Chantal est là pour nous préciser, je suppose qu'un registre, un document qui appuierait en fait pour chaque restauration, qui donnerait en fait un état justement de l'histoire ou de cette restauration, dans quel but, peut-être que justement ça donnerait plus conscience aux personnes de l'importance du patrimoine. Moi, je vais parler de la réalité au Chili et après, je vais laisser la parole à Elisa pour montrer la réalité française. Et nous, en particulier, on est spécialiste de vitrail. Donc, d'un côté, on a fait l'effort avec un monument historique chilien et le Consejo de Monumentos Nacionales de faire un document des lignements méthodologiques pour la restauration des vitraux dans toutes ces étapes. Et de notre côté, nous, comme laboratoire, dans chaque chantier, ça soit en étude préalable, en étude approfondie, en intervention ou en entretien, on va faire toujours en mémoire un document, un livre avec tout le processus de l'œuvre. Les études, à chaque fois, on va approfondir plus sur ces 4 dimensions que j'ai mentionnées avant et on va tirer de nouvelles conclusions à chaque fois qu'on intervient, même sur une même œuvre. Et cette mémoire, elle est éditée en 5 exemplaires. Il est déposé comme le demande la charte de Cesare Brandi et justement publier les résultats pour faire un travail scientifique. Et ça va être déposé au monument historique, al Centro Nacional de Conservación y Restauro, et nous, on garde une copie, on laisse une copie au propriétaire, et il y a une copie des fois pour le ministère de la Culture si il est intervenant avec son financement. Et ces documents sont accessoirement disponibles en ligne en open access et donc on essaye de partager les plus possible parce qu'il n'y a pas de mystère. On veut construire une meilleure profession. Ça pour nous, pour notre réalité vitrail chilien. Si Andrea, Elisa, quelque chose à ajouter sur... Oui, par rapport à
donc, comment ça se passe en France? C'est vrai que cette question donc, de registre online, c'est une question quand même qui reste très large et très vague. Ça dépend pour quel type de public a envie d'avoir accès à ce registre. Par rapport aux professionnels de la restauration, dès qu'il y a on va dire un appel d'offres ou un projet de restauration, on nous soumet une étude, donc l'étude préalable qui a été faite généralement par un autre professionnel. Donc, on a accès à ce document-là. Je ne pense pas en France que ce soit tellement le problème de l'accessibilité aux documents parce que ça, il y en a, on a accès à tous les mémoires, les archives sont plus que complets. C'est plus un problème de contenu, je dirais, de ces documents. C'est que souvent, on peut se les fournir et il y a énormément d'informations, mais je dirais pas assez. Pas assez parce que justement, il manque ce côté pluridisciplinaire, je trouve, à la formulation de ces dossiers. Merci Elisa. Alors Marie-Inès voudrait voir si c'est possible évidemment de voir encore une fois l'image de la restauration de l'église des Célestins, parce que vous avez parlé justement d'une seule partie qui a été restaurée. Oui. Et conservée. Est-ce que vous regrettez cette décision? De toute façon, vous l'avez évoqué. Et, alors, un regret, non. On va dire c'est déjà plus une joie parce que j'ai l'impression d'avoir quand même gagné une bataille pour la conservation d'une partie du plafond. Alors, attendez, je partage. Voilà. Donc voilà, la vue d'ensemble. Donc non, pas du tout, c'est pas du tout un regret. C'est vrai que sur le coup, ça a été assez inexplicable parce qu'on m'a demandé on va dire, de dégager toute cette peinture rose qui recouvrait le décor original pour finalement me dire que c'était juste pour repeindre. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant comme demande. Surtout, le fait, je sais pas, le fait de faire intervenir un professionnel de la conservation-restauration qui applique quand même voilà, des tarifs de conservateur-restaurateur pour juste repeindre par-dessus, c'était assez inexplicable. Mais non, moi je considère ça quand même comme une bataille. Et puis là, un bon exemple de ce que ça aurait pu être, c'est vrai, ça aurait pu être mieux si tout avait été conservé. Mais encore une fois, bah voilà, c'est des problèmes des fois de financement, des problèmes de conscience, de prise de conscience. Finalement, aussi, ce qui est drôle et que j'ai oublié de raconter, c'est que cette fenêtre devait être plus grande, mais a été rétrécie parce que là, on voit les câbles. Donc, il y avait les luminaires qui étaient censés passer par là et qui avaient été conçus comme ça. Ils ne voulaient pas les décaler. Donc, oui, vous êtes dépendante de toute façon des choix des collectivités, je suppose. C'est ça. Une question de Maïté qui demande lors de la phase de recherche, donc c'est une question qui est pour Andrea, où vous documentez-vous? Est-ce qu'il existe des centres documentaires ou des bases de données qui sont vraiment incontournables, ou est-ce que, évidemment, tout dépend de l'œuvre à restaurer? Andrea. Tout va dépendre de l'œuvre parce que, pour certains cas, tout te retrouve dans les mêmes églises à exploiter des archives qui existent. Des fois, il n'y a pas d'archives et tu dois sortir un peu dans la rue et faire un recueil de la tradition orale, comme ça a été le cas pour la restauration des vitraux de plafond du Palacio Astoreca à Iquique. Il n'y a pas d'archives du tout et on a dû sortir à la rue, parler avec des archivistes, avec les gens de patrimoine, avec les vieilles personnes qui conservent l'histoire d'Iquique. Et on a pu retrouver dans les archives del casino espagnol, certaines traces qui nous disent que ce vitraux-là, il a pu être construit au Chili, parce que c'est les mêmes périodes de construction et les mêmes personnes. Mais c'est pour donner un exemple que ça peut être très varié. Après, par exemple, dans l'église de l'Hôpital Salvador, l'ensemble des vitraux sont français.
de l'atelier Bernard des Grenoble qui a fermé ses portes dans les années 20. Donc, il n'y a pas d'archives. Il y a des repreneurs qui ont pris l'atelier, ils sont fait un nouveau atelier avec un nouveau nom. Ils conservent pas forcément les archives d'avant parce qu'ils se disent les fonds d'archives, c'est des papiers, ça prend de place. Il n'y a pas tout le monde qui est fan des archives. Après, quand tu as un atelier comme l'atelier Mayer que j'ai montré pour la basilique del Salvador, et c'est un atelier qui c'est 5 générations de la même famille. Donc, forcément, le patrimoine familial est imparti cette archive-là. Mais ça peut être très varié. Très bien, merci Andrea. Comme bibliothécaire, je ne peux pas m'empêcher quand même de parler d'un livre qui s'appelle Un monde à portée de main. Je suppose que vous l'avez lu, vous le connaissez, Andrea et Elisa. Je le conseille. C'est un livre de Maëlys de Kerangal qui justement traite de la restauration, aussi du trompe-l'œil et aussi de la part de vérité, la part d'apport personnel dans toutes les œuvres d'art. Et nous vous remercions à toutes et à tous. Merci Andrea, merci Elisa pour cette très belle conférence. Je suppose qu'il y aura encore beaucoup d'autres questions, mais on doit là terminer cette conférence. Merci beaucoup. Je laisse le dernier mot de la fin à Victoria. Oui, merci Daniel. Je voulais tout premièrement remercier nos invités, donc Andrea, merci beaucoup, ainsi qu'Elisa, et bien sûr notre modératrice Marie-Victoria. C'était très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos conférences sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur bien sûr nos réseaux sociaux. Et nous publierons très prochainement la prochaine rencontre créateur d'aujourd'hui. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'histoire de l'art, mais un tout autre domaine dans l'animation. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci aussi. Merci.